Subversif sur les réseaux sociaux et sur sa chaîne YouTube, l'influenceur anticonformiste bouleverse les codes et se démarque par ses looks hauts en couleur. L'occasion de découvrir qui se cache véritablement derrière ses perruques. En toute intimité, je reçois Bilal Hassani. Bonsoir Paris! Yeah! Je suis très heureux, une fois de plus, que cette interview soit parrainée par Cheers. Cheers, c'est le créateur de Sourire 2.0. Bilal, j'aimerais savoir dans un premier temps ce que tu penses de cette déco personnalisée que je t'ai créée spécialement pour toi. C'est magnifique. Genre, moi là, je suis trop content. J'adore. Je suis pas du tout dans le délire genre narcissique ni rien à la base, mais là, je kiffe bien le mood. Écoute, tu as des petits magnettes pour le frigo, Ouais. tu as des cadres finition en bois, donc hyper design. Derrière, vas-y, tourne ta tête. T'as vu, ça fait très studio hardcore. C'est ça. Hein, on aime. Hein. J'adore. Et là, allez, petit cadeau, je te laisse, je te montre celui-ci Ok. que j'ai fait grâce à l'application Cheers. Hop. Mais non. Mais si, tu vas pouvoir passer une super année 2019. Come on, calendrier. Ça te plaît? J'adore. Là, tu as la box Cheers avec toutes tes plus belles photos. Regarde comme c'est beau. Super fan. Le Ça, packaging, il est vraiment sympa. Non mais c'est canon, t'as le petit nœud, tu déballes le petit nœud, là regarde, juste Ah, je comme le ça. déballe. Eh ben oui. Mais yes. Ça te plaît? J'adore. Merci. Attends, j'ai. Ah, c'est trop beau. Bon, J'adore. c'est toi de partout et là je t'ai fait faire des petits magnettes comme ça pour le frigo, type rétro. Donc t'en as plein, hein. Franchement Mon tu Dieu, as, c'est en veux-tu, génial. en voilà, tu peux en donner à tes parents, Bah, à tes surtout amis. ma maman, je sais qu'elle va adorer ça. Voilà, bisous maman, on vous embrasse. Donc je vous rappelle l'application pour pouvoir créer ces merveilles soi-même de façon très intuitive et très rapide, c'est Cheers, C-H-E-E-R-Z. Le site internet c'est www.cheers.com et leur compte Instagram qui peut vous donner pas mal d'idées de déco, de personnalisation, c'est tout simplement Cheers. 5 €, vous est offert à partir de 10 € d'achat grâce au mot de passe Picture. Mon cher Bilal Hassani, es-tu Oui. prêt à me répondre sans filtre, en toute intimité, à toutes mes questions? À toutes tes questions complètement sans filtre. Ok, allez, c'est parfait. On va commencer avec une affirmation. Ok. Bilal, j'étais choqué quand j'ai préparé cette interview. J'ai vu que tu avais été validé, RT, adoubé par la sœur du King Michael Jackson, Oui. Janet en personne. C'est ça. Raconte-nous. Alors, j'ai fait une playlist sur ma chaîne YouTube, donc une vidéo où je montre un petit peu les chansons que j'écoute en ce moment et tout. C'est un concept qui existe sur YouTube depuis très longtemps, mais moi j'avais envie de rajouter un truc, un petit peps, un truc un peu nouveau. Donc j'avais invité un ami qui s'appelle Richie à filmer avec un drone ma playlist. C'était genre moi qui danse, un truc bien stylé et tout. Donc je le poste, je suis super fier, tout le monde est content. Et je pense 3 semaines, 1 mois après qu'elle soit sortie, je suis comme ça. Et là je vois Janet Jackson a tweeté et je fais non, c'est pas possible. C'est ouf. T'as dû dire c'est un compte fake. C'est un compte fake, c'est exactement ce que je dis. J'ouvre le truc, je fais what? Je vois le petit certified, je fais oh my god, C'est Janet Janet. Jackson qui fait bisous en plus à la fin. Ouais, Oh mon love. Dieu. Oh Love. là là. En plus, elle te dit amour. Ouais, non, mais c'est un truc de malade. Je ne réalise pas parce que au-delà d'être la sœur de Michael Jackson, c'est Janet Jackson. Mais bien Et sûr. c'est une femme. J'ai ses albums chez moi depuis que je suis tout petit. Je l'écoute. C'est vraiment les trucs un petit peu que je me répète tous les soirs pour essayer de me rendre compte que c'est réel, mais toujours pas, quoi. Amel Bent aussi, hein, du côté Ma vie, français, Amel. qui t'a dit non, mais tu me fais trop kiffer, je te souhaite le best dans ta life. J'adore Amel aussi, très fan de tout ce qu'elle fait, de son travail. C'est une grande artiste. Moi, j'ai toujours dit que c'était l'une des plus belles voix de France. Je trouve qu'elle est extrêmement talentueuse et le fait qu'elle kiffe bien tout ce que je fais et tout, ça m'a fait vraiment T'as plaisir. seulement 19 ans, tu te rends compte quand même tout ce qui t'arrive à seulement 19 ans. Non, pas du tout. Pas du tout. Je me réveille le matin, je suis en mode waouh, what's going on? Qu'est-ce qui se passe? Genre, je suis hyper choquée. Enfin, Avant super que je te heureuse. parle de ton look Ouais. et que je te fasse réagir à de nombreuses questions que peuvent se poser ta communauté ou alors des personnes qui regardent tes vidéos mais qui ne comprennent pas forcément le message que tu souhaites partager, j'aimerais qu'on parle de ton parcours. Et en parlant de ton parcours, je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu avais 14 ou 15 ans, tu as participé à The Voice Kids. C'est ça. C'était en 2015. Exactement, c'était diffusé en 2015. J'avais 14 ans quand on avait filmé tout, les auditions à l'aveugle et tout. Ouais. Et tu avais interprété une chanson qui s'appelle Rise Like a Phoenix de Conchita Wurst. Rise like a phoenix. Ouais, C'était trop pas anodin, pourtant tu avais un look plus formel. Hein. Ouais, bah alors déjà, pour commencer cette chanson,
j'ai toujours été très, 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 très fan de l'Eurovision. Moi, c'est un truc que depuis, je pense, 2011, 2012, tous les ans, je regarde, je vote, je suis très fan. Et cette année-là, Conchita qui gagne et moi qui suis hyper fan. Et dans ce truc que je kiffe, cette chanson que je kiffe de ouf et ce casting qui arrive, et je me dis, c'est logique, je vais chanter cette chanson. Et au début, c'était un peu genre, t'es sûr de vouloir faire ça et tout, parce que c'est quand même un peu culotté. Mais moi, en fait, le truc, c'est que je réfléchissais pas à tout le côté hyper politique qu'il y avait derrière ce que représentait Conchita et tout et tout. Moi, pour moi, c'était juste la chanson est géniale, le message est ouf et Conchita est trop fab. Genre, avec la barbe, la wig, j'adorais tout le look et tout. Et c'est pour ça que ben, j'ai foncé et que j'ai fait ça, quoi. Mais le look, mon look à moi sur The Voice, je pense que j'étais pas, même moi, pas prêt à complètement y aller avec tout ce que je rêvais de montrer, quoi. Ça, tu vas pouvoir m'en parler dans un Ouais. petit instant. On saura si ça date de ta plus jeune enfance ou d'aujourd'hui. Tu vois, ces envies, ce look qui n'est pas forcément commun. Je Mhm. pense que tu en as conscience. Pourquoi tu as choisi Patrick Fiori? Les 4 membres du jury s'étaient retournés. Alors, trois. Ah, Il n'y a 3, que pardon. trois membres dans The Voice Kids, il n'y en a pas quatre. Exact. Donc, Enfin, ils se sont bien maintenant, il y tous. en a quatre. Ouais, Voilà, ils mais sont ils s'étaient bien tous retournés. tous retournés. Ouais. J'étais trop content. En premier, c'était Jen. Et après, il y a eu Patrick Fiori, enfin Bertignac et Patrick Fiori, Louis Bertignac et Patrick Fiori. Pourquoi Patrick Fiori? Je pense que j'ai été plus séduit par son. Tu sais quoi, je vais t'avouer un petit truc. J'étais tellement choqué qu'ils se soient tous retournés parce que je pensais que personne n'allait se retourner. J'avais jamais fait de télé, de radio, de tout ce que tu veux. Moi, j'habitais dans le 95 à l'époque, dans une petite ville qui s'appelle Oni. Et voilà, j'étais le seul à chanter. Donc, j'étais pas du tout habitué à tout ça, quoi. C'était beaucoup d'un coup. Je me retrouve, j'ai les trois coachs qui se retournent, le public qui se lève et je suis là, oh, plouf, plouf, plouf. Et j'ai choisi Patrick Fiori un peu. Ah, donc tu l'as fait au Un pifomètre, petit quoi. peu. Genre, honnêtement, je l'avoue, aujourd'hui, je l'ai un peu fait au pif. Mais j'étais vraiment séduit aussi par ce qu'il m'avait dit, mais par ce qu'ils m'avaient tous dit, quoi. Être chanteur, c'était ton premier rêve? Ah, mais c'est toujours ce que je veux faire, c'est ma seule vraie passion. Depuis que je suis. Ma mère, elle a toujours dit que avant de parler, je chantais. Donc, c'est un truc qui est en moi depuis toujours et que je veux faire depuis toujours. Pour parler de ta chaîne YouTube maintenant, à quel moment, Bilal, tu as remarqué que tes vidéos commençaient à décoller? Bah, moi, j'ai commencé les vidéos vraiment sur YouTube en octobre 2016. Et donc, je faisais un petit peu mon blabla et mes chansons. C'était un mélange vraiment. Ça a toujours été un 50-50, mes clips, mes covers, mes chansons originales et du contenu où plus je racontais ma vie et tout et tout. Et j'avais fait une sorte de pause en début d'année. Et je suis revenu à peu près en avril, en mars-avril, et avec une perruque. Et je pense que de là, il y a eu plus d'attention qui a été prêtée à mon contenu. Et ça a fait un petit peu effet boule de neige. Genre, les gens étaient en mode, ah, il a une perruque, je vais regarder. Ah, mais en fait, il est encore plus drôle qu'avant, ou c'est mieux qu'avant, le contenu, il est plus sympa. Parce que même moi, je me sentais mieux dans ma peau, dans tout ce que tu veux. Et donc, ça a fait effet boule de neige et il y a plus de gens qui ont commencé à regarder. Est-ce que tu penses qu'en 2019, il faut porter une perruque et se maquiller, quand on est un garçon par exemple, pour pouvoir créer le buzz? Non, alors moi, je ne l'ai pas fait pour avoir un buzz, je ne l'ai pas fait pour avoir un succès supplémentaire. Faut savoir que YouTube, pour moi, ça a toujours été un hobby. J'y vais pas, j'y suis jamais allé pour me dire que ça allait être mon travail, que c'était ma passion, que c'était mon objectif de vie. Ce que je pense aussi, c'est que euh, ne pas vouloir porter une perruque, mais se forcer à le faire pour avoir de l'attention, c'est pas une très bonne idée. Mais je pense aussi qu'en 2019 et dès maintenant jusqu'à l'année prochaine et l'année d'après, ce serait important que des artistes, que des influenceurs, que des youtubeurs puissent briller un peu plus avec ce genre de contenu en portant des perruques. Parce que moi, j'en connais plein des petits créateurs de contenu qui sont mais tellement talentueux, qui font du make-up, qui font de la beauté, qui font du style et qui ont des perruques, qui se maquillent de ouf et tout et tout. Et ils sont pas un buzz phénoménal. Et je trouve ça dommage. Donc moi, je trouve que ce serait sympa qu'il y en ait plus sur le devant de la scène, mais c'est pas non plus
la clé du succès de faire ça, quoi. Concrètement, pour prendre ton cas, Bilal, est-ce que c'est une technique marketing, je sais pas moi, inspirée peut-être de Lady Gaga? Mais j'aurais adoré me penser très fort en marketing, communication et tout, mais malheureusement, je suis désolée de te décevoir. Ah, tu me déçois Je pas? suis super nulle. Moi, je suis pas très com, tout ça. Genre, j'y suis vraiment allée en mode. Je vais t'expliquer la petite Hmm. histoire. Les perruques, j'en porte depuis. Enfin, on en parlera un petit peu plus Ouais. après, mais j'en porte depuis que je suis tout petit. Tu peux m'en parler, hein. Ah bah, depuis que. Moi, je me rappellerai très bien d'un souvenir que j'ai bien ancré. C'est l'un des premiers souvenirs que j'ai de moi. C'est j'avais 5 ans. Et pour Halloween, je m'étais déguisée en princesse. Donc j'avais une perruque magnifique en plastique que j'avais pris, je sais plus où, dans une boutique de jouets, quoi. Une robe de princesse, j'étais trop content. Et bah, ma mère, elle a toujours été très. J'en parle souvent, mais ma mère, elle a toujours été vraiment derrière moi et elle m'a jamais donné l'impression que ce que je faisais, c'était bizarre ou anormal. Donc je suis sortie avec mes copains, mes copines pour aller faire bonbon un soir. Et donc je toque chez ma voisine Thérèse qui ouvre la porte et qui fait mais t'es qui Enfin, je vous ai jamais vu, jeune fille, dans les parages. Et je fais mais c'est Bilal. Après, elle fait ah. Et je me rappellerai toujours de ça. Et c'est un peu la première fois où j'ai vu que quelqu'un était un petit peu genre oh, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que moi, depuis que tout petit, ma mère, elle m'a jamais rien dit. J'avais des Barbies, des trucs, tout ce que tu veux. J'ai toujours été très attirée par ce qu'on peut dire des choses un petit peu plus axées pour les filles, même si je suis pas spécialement d'accord, quoi. Mhm. Mais ouais. Euh, j'ai l'impression dans ton discours qu'en fait, tu as toujours été attiré par ce côté féminin. Ouais, Que qu'on la appelle féminin, société, ouais. que la culture te dit que tu ne peux pas avoir quand tu es un garçon, en fait. Exactement. Exactement, moi ça a toujours été vraiment mon kiff. Mes idoles de jeunesse, c'était Laurie, que j'adore. C'était Beyoncé, Mariah Carey, toutes ces femmes que je trouvais genre splendides. Et je me disais, bah moi aussi, je veux des longs cheveux qui font comme ça avec le ventilateur pendant les concerts et tout. Genre. Et, et je pense que ce qui a fait la différence, c'est ce qui est vraiment une chance merveilleuse que j'ai eue, c'est d'avoir une famille en fait qui m'a jamais donné l'impression, la même impression que la société pouvait me donner sur le fait que non, ça marche pas pour toi parce que tu es un garçon, c'est ça ce qu'il faut faire, c'est ça ce qu'il faut pas faire. Moi, on m'a toujours dit, tu fais un peu ce que tu veux. Mhm. Et j'ai fait un peu ce que je voulais. Et on voit aujourd'hui que ça crée un petit peu des réactions où les gens comprennent pas trop pourquoi est-ce que c'est hyper décomplexé, mon port de perruque, le fait que genre je vais porter un tailleur et des cheveux ou une robe et pas de cheveux enfin tu vois, c'est un petit peu ils sont un peu confus mais c'est parce que j'ai jamais vécu dans ces codes-là en fait. Est-ce que le look a une incidence sur la sexualité? Est-ce que tu penses qu'il y a un lien il y a une corrélation entre le look et la sexualité? Je pense pas en réalité parce que moi je connais plein de mecs, de potes à moi. Surtout moi je trouve que dans cette nouvelle génération qu'on a, parce que les plus âgés, les vieux, les soixantenaires et tout, c'est là, oh la nouvelle génération, c'est n'importe quoi et tout et tout. Mais je trouve qu'on a une super bonne nouvelle génération parce qu'on a des discussions des fois avec des potes, avec des gens de mon entourage, ou même avec des gens partout quoi. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus décomplexé. Tu peux être un mec et genre être très efféminé, même porter des talons, mais être attiré sexuellement par les filles. Ça peut marcher pareil dans l'inverse et tout. Je pense qu'aujourd'hui, on navigue vraiment plus dans des cases et que c'est beaucoup plus free. Mais il faut pas chercher. Enfin, je pense pas qu'il y a une corrélation directe entre sexualité et style et apparence, quoi. Est-ce qu'il y a un message peut-être sous-jacent que tu as envie de mettre en lumière euh, derrière ce look, derrière tes looks? C'était involontaire, mais c'est devenu un petit peu un message parce que malgré moi, ce que je représente, c'est assez politique, c'est assez. Enfin voilà, ça fait parler. Il y a une polémique derrière mon look, il y a une polémique derrière ce que je peux dire, ce que je peux représenter. Alors moi, au lieu de me cacher derrière du non, 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 je veux pas être responsable de tout ça, je préfère l'assumer complètement. Et le message que je veux faire passer, c'est que je suis normal, alors vous aussi. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, puisque je suis toujours très jeune, mais quand j'avais genre 10 12 ans, quand on est à cet âge-là où on n'a pas encore complètement son identité, on regarde vraiment la télé, la radio, tous ces médias et tout pour trouver son idole et la personne, son modèle un petit peu, et ben j'ai jamais trouvé vraiment quelqu'un qui me ressemblait complètement. J'ai eu du mal un petit peu à m'identifier avec enfin, j'ai pas trouvé trop de mecs et tout qui étaient un petit peu comme moi. Et aujourd'hui, ce que je cherche à faire, c'est me dire genre, être moi-même, ça va peut-être
aider des personnes à s'assumer plus ou même tout simplement à se dire genre ok, je suis pas un alien monstre trop bizarre, genre lui aussi il est comme ça donc ça veut dire que c'est normal. Je peux appartenir à ce truc quoi. Donc c'est un peu l'idée quoi. Tu as une communauté, parmi ta communauté, il y a énormément de personnes qui te soutiennent, forcément c'est ta communauté, Mhm. mais tu as des gens qui regardent aussi, comme je te le disais, tes vidéos, qui ne sont pas forcément abonnés, Non, qui vont ouais. pas comprendre, qui vont regarder plus avec un œil, tu sais, de curiosité, tu vois. Ouais. Ça, tu peux le comprendre? Je peux comprendre tant que ça ne devient pas malveillant en fait. Mhm. C'est-à-dire, moi par exemple, enfin, ça reste un peu lourd des fois parce que c'est des questions qui se répètent beaucoup, beaucoup, beaucoup et que je dois toujours répondre et expliquer. Après, on me dit, mais non, mais c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal parce que pour eux, c'est pas normal, ils sont là. Mais c'est pas logique que ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'on m'a toujours appris que ça fonctionnait comme ça, comme ça, comme ça. Alors moi, j'ai appris à avoir un peu plus de patience à pouvoir malgré tout véhiculer mon message avec n'importe quelle personne qui me regarde parce que c'est important que même ceux qui arrivent un petit peu avec un regard confus puissent finir avec un sourire et se dire genre bon ben en fait si ça va. Donc je réponds malgré tout, malgré le fait que c'est assez redondant. Qu'est-ce que tu fais de mal? Rien. En réalité, c'est ça. Et c'est d'ailleurs très important pour moi. C'est un truc auquel je fais attention maintenant, plus que j'aurais pu le faire avant. Je cherche vraiment à toujours véhiculer un message hyper positif, hyper solaire. Jamais être dans des trucs, dans des bad vibes, jamais parler de trucs entre guillemets trash et tout et tout. Pas que je sois contre, c'est juste que je veux pas donner raison aux personnes qui peuvent dire genre ah mais regardez, nanana, qui peuvent essayer de me titiller en cherchant des trucs mauvais que je peux faire. Moi, je cherche toujours à être vraiment très smiley, très dans le happy et tout et tout. Et c'est pour ça que j'arrive à ne pas leur donner raison parce qu'ils vont me dire, mais regardez-le, regardez-le. Et les gens, ils vont dire, ben quoi? Et ils n'ont pas grand-chose à me reprocher à part le fait que je porte des perruques et que je sois homosexuel. C'est le seul truc qu'on Mais va me alors pourquoi reprocher. tu déranges? Pourquoi tu déranges une certaine catégorie de personnes? Parce que je sors de la norme. C'est aussi simple que ça. C'est les gens qui ne sont. Et je peux le comprendre. Je le comprendrai toujours. Faut jamais. Moi, je suis toujours dans le pardon, même si des fois, il y a des personnes qui ont peut-être ils m'ont peut-être abordé de manière assez négative. Ils sont venus avec un regard très méfiant, très jugeur et tout et tout. Et malgré tout, à la fin, la personne. Je lui en veux pas spécialement parce que des fois, par rapport à ton éducation, par rapport à la société en général, eh ben, tu n'es pas habitué. Et quand tu n'es pas habitué, ça dérange. Donc c'est pour ça que je pense il y a ça je dérange un peu parce que voilà, les gens ne sont pas trop habitués à me voir. Beaucoup de tes abonnés soulèvent la question du genre te concernant, Mhm. filles, garçons. On peut leur répondre clairement peut-être aujourd'hui? Je suis un alien. Non, je rigole. Non, je rigole. Moi je le dis, je l'ai déjà dit quand même plusieurs fois. Mes pronoms, c'est il, lui. Je suis un garçon. Je me suis jamais considérée femme ni gender fluide. Qu'est-ce que tu appelles gender fluide? Être gender fluide, c'est si tu peux te sentir aussi femme que homme. Aujourd'hui, Ouais. il y a un spectre très très large Oui. pour le genre, hein. Il n'y en a pas que deux. Bien sûr. Et moi, je me considère cisgenre, je suis un homme, un garçon. C'est juste, j'aime le dire comme ça, j'ai une forte part de féminité en moi, mais je reste un garçon. Ok. Est-ce que tu t'es déjà posé la question toi-même Bien sûr. du genre? Est-ce que tu t'es déjà dit, tiens, peut-être qu'en fait, je suis né dans le mauvais corps? Ça m'est déjà arrivé de me poser cette question, une sorte un petit peu de phase de crise existentielle que j'ai pu avoir, bon, je pense il y a 2 ans, qui était malgré tout pas très difficile. Ça peut être très difficile, une crise existentielle où tu ne sais pas si tu appartiens au bon corps et tout, surtout quand tu n'es pas entouré par des gens qui te soutiennent de ouf. Moi, ça a toujours été une discussion qui était hyper ouverte. J'en ai déjà parlé avec ma maman. Elle m'a Ah oui. dit t'es sûr et tout et tout. J'étais là en mode je sais pas, il faut que je réfléchisse. Et je réfléchissais et je me disais est-ce que je me sens femme? Et non. Voilà, c'est aussi simple que ça. Finalement, pas du tout. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se passe quand il y a un truc qu'il y a au fond de toi quand tu sais que tu nais dans le mauvais corps que je n'ai pas du tout, du tout, du tout. J'ai jamais ressenti ça. En fait, j'ai toujours été très à l'aise avec mon corps. J'ai jamais eu du mal à me regarder dans la glace, à assumer mon corps d'homme parce qu'en réalité, je suis un garçon. Et voilà, donc je me sens homme. C'est juste, j'ai un look un petit peu plus différent de la norme, entre guillemets.
Et pendant cette période où tu te posais beaucoup de questions, est-ce que tu as déjà songé pardon, au changement de sexe? Est-ce que tu en as déjà parlé avec ta mère, par exemple, à cette période? Non, c'est pas allé jusque-là. C'est jamais allé jusqu'au moment où je me suis dit peut-être que je devrais passer le cap et voilà. C'était plus tôt que ça que je me suis rendu compte qu'en fait non, c'était vraiment juste des petites questions que je me posais. Je me disais si j'aime tant les cheveux longs, tous ces trucs et tout qui appartiennent entre guillemets aux filles, pourquoi peut-être que je suis une fille? Mais en fait non, c'est juste que mon apparence, mon look, ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire mes cheveux et tout, c'est des codes que la société ont mis qui font que j'ai l'impression que, vu que c'est pour une fille, selon la société, peut-être que je vais être une fille. Mais en fait, non, je suis un garçon et c'est juste, je fais un peu ce que je veux avec mon look, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ces cases, justement, filles, garçons, transgenres, cisgenres, travestis, drag queen, lesbiennes? Moi, je trouve que c'est important quand même qu'on puisse pouvoir s'identifier et avoir cette appartenance à un groupe malgré tout. Je parle pas de bleu garçon, fille rose, mais par exemple, si tu te sens lesbienne et que tu te dis lesbienne, tu es lesbienne et je pense pas que ça améliorerait les choses de casser cette case-là plutôt que d'en caser d'autres qui dérangent, enfin qui sont un peu plus relous, quoi. Comme tu devrais t'habiller comme ça, tu devrais t'habiller comme ça. Maintenant, drag queen aussi, je trouve que c'est important qu'on ait le terme drag queen parce que c'est un art Bien à sûr. part qui est magnifique, qui est génial. On regarde aujourd'hui, c'est super bien parce que ça commence à être vu par le grand public avec, disons, RuPaul, RuPaul's Drag Race. Il y a plein de drag queens qui sont mises en avant, je pense une centaine depuis le début de l'émission. Et on voit que vraiment, c'est un vrai art olympique. Genre, c'est un truc de malade. Donc, je trouve que c'est cool quand même qu'on puisse dire, voilà, ça, regardez, ça, c'est une drag queen. Et ça, c'est pas une. Moi, par exemple, je me considère pas du tout comme une drag queen. Et j'ai des amis qui sont drag queen et qui me regardent et qui font, oh Lord, c'est quoi ce look? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Parce que, genre, moi, je me maquille très légèrement par rapport à une drag queen. Une drag queen, c'est entre 3 et 4 heures de make-up, on cache les sourcils, il y a tout un. C'est une transformation. Moi, j'ai d'ailleurs collaboré avec Calypso Overkill, qui est une drag queen de la scène parisienne, qui m'a maquillée sur ma chaîne YouTube. Et c'était important pour moi de faire ça pour montrer aussi à mes abonnés la différence entre moi Et une et drag moi queen. en drag queen. Oui. Et ils l'ont vu. Et est-ce que tu es travesti? Alors, je ne sais pas si on peut dire travesti. Je ne sais pas si j'aime ce mot. Ouais, pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même une connotation assez négative derrière ce mot qui ont créé il y a aussi des raccourcis du mot qui sont utilisés très négativement. Moi, ce que j'aime bien dire, parce que je suis pas assez documenté pour pouvoir te dire Mm. à quel groupe j'appartiens exactement. Je suis Bilal Hassani. Je suis un garçon qui sort complètement des normes sociales au niveau de mon look et ça s'arrête à peu près là. Et au niveau de ta sexualité, tu me l'as dit hein, tout à l'heure, Ouais. tu m'as dit, moi je suis gay. Mhm. Donc ça veut dire que tu peux mettre pour le coup un mot Ma sexualité, sur ton ouais. attirance, sur ta sexualité. Ouais, ce que je peux dire aussi, c'est que ouais, je suis gay, je suis homosexuel, ça je le sais depuis que je suis tout petit. T'en as marre qu'on te demande quand même ce que t'as entre les jambes? Je fais référence aux haters, hein. Ouais. Ben oui, mais bon, après, en fait, le truc, c'est que je sais qu'ils ne vont pas arrêter, c'est pour ça que j'y prête pas spécialement attention. Moi, qu'on me pose une question comme ça, je trouve ça un petit peu déplacé, parce que je vais pas te demander la même chose à toi, c'est comme, enfin, je sais pas, c'est un petit peu bizarre, mais j'y prête pas trop attention, honnêtement. Les haters, en réalité, j'essaie de vraiment les ignorer du mieux que je peux, quoi. Il y a peu de temps, deux députés français, Bilal, ont interpellé la plateforme Twitter France, hein, tu l'as vu forcément, en leur demandant d'être plus fermes et réactifs aux nombreux déferlements de haine et homophobie que tu as subis sur les réseaux sociaux. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu subis? Alors, ce qui s'est passé cette semaine par rapport à ce que je subis d'habitude est un petit peu différent. Mais ce que je subis depuis des mois, voire un an et demi, même avant que je porte les perruques, c'est des insultes homophobes. Je suis pas mal discriminé juste par rapport à mon look et même par rapport à ma sexualité, même si j'en parle pas tout le temps. C'est-à-dire que enfin, les gens, ils aiment beaucoup me critiquer en disant oui, Bilal,
tu veux faire le buzz avec ta sexualité et tout, mais en réalité, je me présente pas en disant bonjour Bilal, gay, homo, perruque, ça va? Genre, c'est pas ça mon truc, mais ils aiment beaucoup me foutre l'étiquette comme ça de genre, je sais pas quoi, il veut salir l'image des hommes, non, 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 et tout. Et ça, bon, je m'y suis fait, j'ai appris à comprendre qu'il fallait pas y prêter attention parce que c'est des trolls d'internet et donc tout ce qui est, je vais être vulgaire un petit peu, mais tout ce qui est PD et tout, voilà, je laisse passer, ça me passe au-dessus. Moi, j'ai des choses à faire de mes journées, j'ai de la musique que je prépare, j'ai plein de trucs à faire, donc c'est vraiment pas ça le cadet de mes soucis. En revanche, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que mardi, on était le mardi 13 novembre, c'était un jour de deuil et j'avais posté la veille, le 12, une vidéo de mon showcase, parce que j'avais fait un showcase, j'ai posté une vidéo un peu souvenir comme ça. Et il y a eu une déferlante de haine qui a dépassé le violent, c'était des abominations. Qu'est-ce qui Euh, revenait? C'était pourquoi est-ce que tu n'étais pas au Bataclan le 13 novembre 2015, tu devrais chanter au Bataclan, pourquoi ils sont pas là quand il faut, les barbus avec les explosifs, pourquoi il n'y a pas un camion pour foncer là-dedans. Et donc on s'adresse à moi et à mes abonnés. On m'a aussi dit tu devrais aller en boîte à Orlando, tu aimerais bien. Et tout. Enfin, c'est des trucs qui sont très... voilà, c'est dur, c'est abominable, c'est horrible, c'est même ça dépasse toute loi morale. C'est-à-dire aller jusqu'à dire ça, c'est qu'il faut avoir une haine, mais ça me dépasse complètement. Et donc moi, quand j'ai lu ça, j'ai commencé par avoir le choc, la colère après, et puis maintenant, il faut agir. Il faut que ces gens d'Internet, ces trolls d'Internet se rendent compte qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et je suis en train de me bouger, mais énormément pour qu'ils apprennent leur leçon. Parce que j'en veux à aucune personne qui sont victimes de cyberharcèlement. Parce que je comprends que des fois, tu te fais harceler sur Internet ou tu te fais harceler tout court et tu veux porter plainte, tu veux agir. Mais ça fait mal et tu vas presque jamais au bout parce que tu te dis peut-être qu'on va pas m'écouter, peut-être qu'on va pas prêter attention à mon message. Et moi, là, ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est utiliser ma plateforme, l'audience, les gens qui me regardent pour vraiment essayer d'agir bien et qu'il y ait quelque chose de percutant qui se passe. Parce que là, c'est vraiment, enfin, faut être un homme de Cro-Magnon pour se dire que c'est normal de dire des trucs pareils. C'est plus que grave. Comment tu vas faire pour être entendu? Comment tu vas faire pour faire bouger tout ça quand on sait que même la police n'est pas forcément formée à la prise de plainte par rapport au cyberharcèlement? La plainte a été prise, enfin, on a déjà porté plainte et la police, qui malgré le fait que ça soit, c'est ce qui est difficile pour la police, c'est que c'est nouveau, C'est les ça, réseaux les réseaux sociaux. sociaux vont plus vite que les lois. Exactement, et donc c'est un petit peu compliqué de ne pas laisser passer sous la trappe ça. Moi, je contribue beaucoup et je fais beaucoup de travail, c'est-à-dire que je suis en contact par SMS avec un policier à qui j'envoie plein de choses dès que j'ai des choses que même moi je peux voir qui peuvent passer au-dessus de eux, de leur radar. Tout ce qui est affiliation d'un compte Twitter à un Instagram, puis d'un Instagram à un Facebook. Donc on a l'identité de la personne et ça facilite largement la Ouais, tâche. mais je, Ça reste, je vais me faire l'avocat du diable. Je bien suis sûr. totalement d'accord avec toi et je trouve que c'est extrêmement louable et que c'est un exemple. Mhm. Mais comment fait la personne qui n'est pas médiatisée? Comment fait le jeune qui est humilié C'est tous les jours et à qui on va dire bah malheureusement tant qu'il vous est rien arrivé, bah on va rien faire. exactement. Et ça, moi, je trouve ça super grave. Je trouve ça super grave. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place aussi des lois. Faut mettre en place des lois au niveau du gouvernement. Il faut aussi que les applications s'impliquent plus sur un changement d'algorithme. Je pense à Twitter, à Instagram, à Facebook. C'est des applications qui devraient se bouger un petit peu plus parce que je sais qu'elles en ont la capacité. Pour tout ce qu'elles peuvent faire, elles peuvent aussi améliorer l'algorithme et faire un nettoyage plus efficace de tout ce qui est haine. Parce que là, pour l'instant, c'est assez aléatoire. On dirait que c'est un ordinateur qui fait bon, on en chope un là, un là, un là. Et je sais que c'est possible que si on bouge quelques personnes en plus, si on réveille un petit peu plus des gens, ils peuvent déjà agir en interne, les applications, pour que la personne qui subit le cyberharcèlement puisse déjà vivre la chose peut-être un tout petit peu plus facilement. Et évidemment aussi tout ce qui est gouvernement et la police nationale, il faudrait aussi qu'elle apprenne à agir un petit peu plus parce qu'en réalité, tu as complètement raison, hein, c'est pas du tout ça hein, encore. Il y a des gens qui ne sont pas du tout médiatisés et même des gens qui sont un peu moins médiatisés que moi ou quoi que ce soit qui vont essayer d'en parler. Et
il se passe rien. Et c'est grave. Mais ce que je vais essayer de faire, moi, à mon échelle, c'est au-delà de m'occuper de mon cas personnel, c'est de créer quelque chose pour faciliter la tâche à toutes les personnes qui sont victimes de Et cyberharcèlement. ça, je l'ai bien compris. Et je pense qu'on l'a tous bien compris. Il y a quelque temps, tu as posté une vidéo qui a enregistré plus de 3 millions de vues sur ta chaîne YouTube, titrée Viré de mon lycée car je suis gay. Elle a 3 millions de vues, la vidéo. Oui. D'accord. Bon, je suis content. Moi, ça me choque de lire ça, Viré de mon lycée parce que je suis gay. Ouais. Et j'aurais aimé que ça soit un putaclic, hein, ce titre aussi. Et ouais. C'est la vidéo en réalité qui a un petit peu, entre guillemets, fait décoller ma chaîne, malgré moi. Ce qui est intéressant derrière la petite histoire de cette vidéo, c'est que c'est une histoire que je raconte à mes amis un petit peu, parce qu'avec le recul, je le raconte un petit peu en rigolant à mes potes depuis des années. Parce que c'est arrivé, je dis viré de mon lycée car c'est un lycée, mais j'étais au collège. C'était un collège-lycée et moi j'étais en cinquième à cette époque-là. Et je raconte cette histoire depuis que je suis en seconde à peu près à mes potes. Ils sont là, oh, mais tu devrais tellement raconter ça sur YouTube. Et je faisais non, 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 j'oserais jamais. Et un jour, je me suis dit, pour complètement, genre, on arrache le pansement, on y va maintenant, je vais être complètement sans filtre. C'était un petit peu la vidéo déclic. Je me suis dit, à partir du moment où je ferai ça, eh ben, je ne peux plus retourner en arrière. Je m'assumerai complètement. Et c'est pour ça que cette vidéo m'a beaucoup aidé au-delà du fait que c'est une vidéo qui a bien marché. Pour moi, pour ce qui se passait dans ma tête, ça m'a beaucoup aidé à être plus fier de moi, entre guillemets. Là, Dans cette vidéo, tu expliques être passé en conseil de discipline ouais, et avoir été viré à l'issue de ce conseil de discipline. L'argument qui a été donné, c'était un mauvais comportement. exactement. C'est ça? Avec 16 de moyenne et une forte participation en classe et aucune absence. Mais comment à est-ce qu'on l'année. peut être viré parce qu'on est gay de son collège? Bah, ce qui se passe, c'est que ça se fait un petit peu dans le silence. J'ai des potes de ce lycée qui m'ont envoyé des messages encore il y a 2 semaines et qui disaient ah, on n'avait pas compris pourquoi tu avais disparu du jour au lendemain. Et maintenant, on comprend, parce que même pour eux, l'équipe pédagogique n'en avait pas parlé après et tout, quoi. C'était vraiment un truc qui est passé sous la table, quoi. Qui voulait pas être ébruité. C'est ça. Bon, manque de peau, ça a été ébruité. T'as eu des news du collège? Aucune, silence radio. Et je pense que ça sert à rien de. C'est pour ça que j'ai caché le nom de l'établissement. J'étais pas dans une démarche où je voulais les call out et faire fermer l'établissement et tout, malgré. Puisqu'on avait essayé de quand même entreprendre certaines démarches à l'époque avec ma mère, sans vraie réussite. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas l'énergie en réalité d'aller dans des procès, dans des trucs, des machins. Et donc, c'est pour ça que j'ai un peu laissé lâchement en réalité passer ça. Mais ouais, mais j'en ai parlé, ça m'a fait du bien d'en parler. C'était un petit peu égoïste parce que c'était plus pour mon bien à moi que j'avais besoin de m'exprimer sur ce sujet-là parce que c'était vraiment une histoire. Enfin, j'avais l'impression que je vivais un cauchemar. C'était vachement particulier. T'as été contacté par des associations depuis cette vidéo? Pas par rapport à cette vidéo, mais moi, j'essaye de m'affilier le mieux que je peux à des associations qui aident la jeunesse LGBT parce que c'est important pour moi. Et oui, je suis en contact avec pas mal d'assauts, ouais. Tu te vois où dans 10 ans? 10 ans? Mon Dieu! Bah, moi, je veux continuer à faire de la musique. Bien sûr, là, je suis en train de préparer un projet super sympa et qui part toujours du même principe que tout ce que je fais, briser les codes et être moi-même et faire en sorte que plein de gens puissent se sentir eux-mêmes mieux et plus de manière décomplexée. Donc voilà, je veux continuer à véhiculer ce message en partageant de la musique, des good vibes, faire des concerts, tout ça. Mais je veux toujours être je veux être heureux, toujours. Je veux toujours être dans des good vibes et mon objectif, c'est que dans 10 ans, je sois encore plus heureux que là, quoi. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour toutes tes confidences, Bilal. J'ai 2 nouvelles à vous communiquer, une mauvaise et une bonne. Ok, On commence par laquelle? La mauvaise? la mauvaise. Bon, allez, la mauvaise, c'est que cette interview en toute intimité avec Bilal Hassani, elle est terminée.
Je suis vraiment désolé. Wow. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver pour une deuxième partie d'interview parce que tu m'as donné tellement de travail, j'avais tellement de questions que je suis obligé de la diviser en deux si on veut pas une interview d'1 heure. Juste le temps pour moi de rappeler tes réseaux sociaux, Bilal. Ton compte Instagram, c'est Ayam Bilal Hassani. Ton compte YouTube, c'est Bilal Hassani. Et ton compte Snap, c'est quoi? C'est Queen Bilal et pour la peine, je vais recommencer à faire des snaps parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait. Mais Bon ben voilà, je vais en Queen faire. Bilal, quoi qu'il en soit, tout est là. Perdez pas le moral parce qu'on se retrouve très bientôt. En attendant, vous avez la barre de commentaires juste ici. Le bouton pour vous abonner juste au-dessus. Ça sert à recevoir directement sur vos appareils électroniques mes dernières vidéos sans même aller les chercher sur Google. C'est juste extraordinaire, on adore ça. À très bientôt, je vous aime et merci Bilal. Merci à vous aussi, bye bye.